Eh bien, il est 20h à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette grande édition de la soirée sur la chaîne de l'unité nationale dont voici le développement. Nous ouvrons le bal de cette édition par l'actualité présidentielle pour vous dire que le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, et Yeji Oshina, président directeur général de Goldfald Japan Corporation, ont échangé ce jeudi à Yokohama au Japon sur la possibilité pour cette société d'investir dans le domaine du recyclage et de la transformation des objets plastiques. Suivez ce reportage. Meeting was very good, and we talked about something we can do for your country. La rencontre s'était bien passée. Nous avons parlé de beaucoup de choses, la technologie, les actions humanitaires sur le terrain et aussi un don qui sera pour le peuple centrafricain. Et le président était très satisfait, il a adoré et il va nous donner la suite d'ici là. Le domaine dans lequel nous allons travailler, c'est de recycler les pneus usagés, les plastiques et les bouteilles en plastique qui traînent dans la ville et nous allons transformer ça en énergie pour que le peuple centrafricain puisse en bénéficier. Après la rencontre avec le chef de l'État, quand il va nous donner son OK, on viendra nous installer en République centrafricaine. Meeting was very good, and we talked about something we can do for your country. Restons toujours dans ce pays frère pour vous dire que les rideaux sont tombés ce vendredi sur la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9, ouverte mercredi dernier à Yokohama au Japon. La participation du président Faustin-Archange Touadéra aux côtés de ses homologues chefs d'État a permis de jeter les bases d'un partenariat du renouveau entre le Japon et l'Afrique. Le compte rendu à travers ce reportage. La participation du président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, aux côtés de ses homologues chefs d'État africains, a permis de jeter les bases d'un partenariat du renouveau entre le Japon et l'Afrique, d'une part, le Japon et la République centrafricaine, d'autre part. Cette conférence a connu une participation très déterminante et promoteuse de la République centrafricaine avec l'engagement pris pour l'élaboration d'une feuille de route conjointe devant concrétiser ce nouveau partenariat avec le Japon. Le président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, très accueilli par ses pairs, n'a pas manqué d'impulser les axes stratégiques de cette coopération redynamisée et qui sera basée sur l'accès à l'énergie, à l'eau, aux infrastructures, la réduction de la pauvreté à travers la création de l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi la promotion de la technologie comme l'épicentre de ce nouveau partenariat. Plusieurs discours ont ponctué cette cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné l'engagement de la Commission à créer des conditions pour la mise en œuvre des recommandations assorties de cette conférence, notamment les questions liées aux innovations, aux infrastructures, aux secteurs sociaux et à la gouvernance. Autre sujet évoqué, la paix, la stabilité et l'économie à intégrer dans cette coopération Japon-Afrique afin de mutualiser les efforts en vue d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est ce qu'a souligné João Lourenço, coprésident de la TICAD 9, président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, pour qui la TICAD 9 est un élément qui va propulser à l'atteinte des objectifs 2063. Tous les partenaires internationaux comme les Nations Unies, la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement ont vu dans cette conférence un déclic qui va permettre l'accélération des objectifs du développement durable ODD en Afrique. Rendez-vous est donc donné en 2028 pour la TICAD 10 sur le continent africain. Eh bien, revenons à Bangui pour vous dire que l'ancienne présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a lancé officiellement ce vendredi à l'École nationale d'administration et de la magistrature les travaux du projet d'appui à la protection, la cohésion sociale et le développement communautaire. C'était en présence du ministre de la promotion du genre ainsi que plusieurs autorités gouvernementales conviées pour la circonstance. Cet événement est organisé conjointement avec l'Organisation nationale des femmes artistes de Centrafrique et l'ONG internationale Rescue. Suivez. Ce projet vise
à la mise en œuvre de la cohésion sociale dans la communauté du 9 arrondissement de Bangui, y compris Bimbo et Begwa, et aussi pour mobiliser les femmes à aller massivement au processus des élections en Centrafrique. Aujourd'hui, c'est le lancement et après, il y aura des activités internes donc, qui visent à la formation des artistes, formation des acteurs communautaires. Nous allons mettre en place la cartographie des artistes locaux pour vulgariser la communication afin que l'accès à la communication soit facile à toute la population. Et également, nous allons faire la sensibilisation sur la cohésion sociale parce que jusqu'à l'heure actuelle, le problème de la paix et de la cohésion sociale demeure encore un facteur vraiment inquiétant. Donc c'est pour cela que dans la mise en œuvre de cette activité, nous allons nous impliquer tout le monde pour que vraiment la paix et la cohésion sociale soient effectives en Centrafrique. Et aussi, nous allons également mobiliser, sensibiliser les femmes parce qu'aujourd'hui, le problème de l'égalité est un défi. Donc il faut que les femmes s'engagent dans les élections locales, législatives et également présidentielles. Donc les femmes ne doivent pas seulement voter, mais les femmes doivent également être candidates et également les femmes doivent soutenir leurs candidates femmes à les voter pour envoyer beaucoup de femmes vraiment dans les instances de décision. Parce que quand tu éduques une femme, c'est-à-dire que tu éduques le monde entier. Parce que dans la famille, c'est la femme qui tient une famille. Dans les communautés, c'est la femme. Donc il faut que les femmes prennent toutes ces places afin que notre pays puisse vraiment développer. Le délai de ce projet est pour 8 mois. Il y a 36 organisations qui ont bénéficié de ce projet. Donc l'ONAFAC, nous travaillons seulement dans le 9 arrondissement de Bangui, y compris Bimbo et Begwa. L'actualité est aussi le lancement d'un atelier de soutien à la préparation du Fonds vert climat s'est tenu ce vendredi à l'hôtel Gem Résidence à Bangui. L'objectif est d'investir dans le secteur de l'eau résiliente au changement climatique en République centrafricaine. L'une des préoccupations de l'Union africaine, le point à travers ce reportage. S'investir dans le secteur de l'eau, aussi bien pour la santé du peuple que pour leur survie, l'Union africaine compte accompagner la République centrafricaine dans cette lutte poursuivie par le Fonds vert climat afin de donner l'eau potable à l'ensemble de la population vivant à Bangui comme province. Ce programme continental est d'une importance capitale pour les pays africains parce que les pays africains aujourd'hui font de plus en plus face à des risques et des catastrophes naturelles et climatiques qui rendent leurs tâches encore plus fastidieuses et leurs défis et les défis auxquels ils sont confrontés plus importants pour pouvoir réussir à améliorer les services d'eau pour leur population, pour sécuriser la gestion des ressources en eau dans leur pays et arriver à un développement socio-économique équitable et durable et préserver les écosystèmes naturels. Cette étape dite investir dans le secteur de l'eau, un facteur non négligeable au changement climatique, répond favorablement à la préoccupation de la population qui a tant traversé la pénurie d'eau et le non-accès à l'eau potable. Oui, nous attendons dans le cadre de ce projet à développer un certain nombre d'activités. Il s'agit de développer un programme d'investissement sur l'eau en République centrafricaine. Nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, si vous vous souvenez, organisé un atelier de renforcement de capacité d'une institution nationale, à savoir la banque BGFI Centrafrique, pour lui permettre de prétendre à l'accréditation du Fonds vert climat. Nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, l'une des composantes est le développement d'une note conceptuelle de projet à soumettre pour le financement du Fonds vert climat. Et enfin, nous avons aussi à développer ce qu'on appelle le Readiness Need Assessment, autrement dit l'évaluation des besoins, pour que nous puissions avoir des idées à développer dans les prochaines activités du programme d'aide à la préparation du Fonds vert climat. Le gouvernement et la population attendent patiemment la réalisation de ce projet qui tend à réduire la souffrance des Centrafricains
sur le plan eau et changement climatique. Merci à vous, Jeanne Bermi-Lacoué. Sachez également qu'un atelier de renforcement de capacité du personnel de la BGFI Banque Centrafrique en vue de son accréditation auprès du Fonds vert climat qui a démarré lundi dernier a pris fin le mercredi à travers le choix de cette institution financière comme partenaire financier sous l'égide du ministère de l'Environnement. Le point à travers ce reportage. Après 3 jours d'instances de formation sur le renforcement des capacités de la BGFI Banque Centrafrique, les participants ont été satisfaits du brillant échange à l'issue de cet atelier. L'appui envisagé dans le cadre de ce programme comprend, entre autres, l'évaluation des capacités de la banque et son niveau de préparation pour l'accréditation auprès du Green Climate Fund. Un atelier de formation focalisé sur le processus et les exigences d'accréditation auprès du GCF et le développement d'un plan d'action pour l'accréditation de la banque. C'est ainsi que la BGFI Banque Centrafrique a été choisie en tant que partenaire financier sous l'égide du ministère de l'Environnement. Pour Madame Sarah Touzi du Partenariat mondial de l'eau, nous souligne que le Fonds vert climat a beaucoup d'intérêt pour les pays comme la RCA qui ne disposent pas d'une entité nationale accréditée pouvant conduire le fonds directement dans le pays. L'issue de cet atelier, au bout de 3 jours, on était très satisfaits de voir que les collègues de la banque, cette génération jeune aussi qui est importante à signaler, qui non seulement s'approprie la thématique climatique, mais voient comment leur banque pourra tirer bénéfice de cette accréditation. Aujourd'hui, à la sortie de cet atelier, ils sont motivés, ils vont mettre en place un plan d'action, une feuille de route qui permet à la banque d'avoir cette accréditation le plus tôt possible. Le Fonds vert pour le climat a beaucoup d'intérêt pour les pays comme la RCA et je pense que cette collaboration où on a déjà vu cette très bonne collaboration entre la banque elle-même mais aussi le ministère de l'Environnement, travailler ensemble avec notre soutien et le soutien d'autres partenaires ne pourra qu'aboutir à une accréditation, on le souhaite, très rapide pour la banque. Au cours de cet atelier, pendant les 3 jours, les collègues de la banque sont pleinement motivés en mettant en place un plan d'action afin d'accéder à la phase finale qui est celle de l'accréditation. Chapitre formation, toujours, les rideaux sont définitivement tombés ce vendredi dans la salle de conférence du centre Jean 23 à Bangui sur les travaux de l'atelier portant sur le renforcement des capacités du staff du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale en partenariat avec l'organisation non gouvernementale dénommée CAICID. Le point avec Marielle Mokunzi. Le ministère de l'Action humanitaire a organisé cet atelier en vue de renforcer les capacités de son personnel, axé sur les techniques et approches du dialogue interculturel et interreligieux, afin de consolider la cohésion sociale en Centrafrique. Cette initiative illustre la volonté des autorités centrafricaines de doter leur staff d'outils nécessaires pour mieux préserver la paix et le vivre ensemble dans un pays marqué par la diversité culturelle et religieuse. En favorisant l'acquisition des compétences en matière de dialogue, le ministère entend renforcer ses actions de réconciliation nationale et de prévention des conflits, gage d'une société plus apaisée et résiliente. À cet effet, écoutons les propos de l'un des participants à cet atelier. Cet atelier nous a permis de renforcer notre capacité sur beaucoup de modules. Notamment, nous avons vu le premier module du technique et approche interreligieux comme mode de résolution des conflits. Également, nous avons vu la tolérance et l'acceptation de la différence. Ce thème nous a permis également de comprendre qu'on n'est pas les mêmes dans la vie. Donc, il faut accepter les autres tels qu'ils sont et favoriser un climat de paix et de réconciliation et de dialogue. Également, nous avons vu un autre module qui nous parle de perception erronée et les préjugés. C'est-à-dire les gens ne perçoivent pas bien et interprètent les choses négativement et cela crée
des conflits, des problèmes dans une société. Et donc pendant cette séance, on nous a appris qu'il faut bien percevoir une information, comprendre une information avant d'analyser et d'interpréter pour éviter les problèmes. Et donc pendant ces 3 jours que nous avons passés ici, on nous a appris également dans un autre module les vertus d'un dialogue, les bien fondés. On nous a cité le dialogue conduit à une paix, à une réconciliation nationale et c'est l'instrument par excellence de toutes les résolutions d'un problème ou bien d'un conflit. Là où 2 hommes s'assemblent, il y a toujours un problème, un conflit. Donc nous allons travailler dans ce sens. Nous voulons adresser notre reconnaissance à ces organisateurs. Nous pensons que ça ne sera pas la fin. On va continuer dans ce sens dans le cadre du partenariat avec l'ONG en question pour voir si on peut organiser cet atelier dans d'autres villes de province pour aider nos concitoyens. Nous allons organiser une réunion de restitution au sein du ministère pour présenter ce que nous avons appris ici. Nous allons pérenniser, nous allons travailler dans ce sens. Et on ne va pas rester ici, il y aura un travail de suivi. Mais nous allons travailler avec nos collaborateurs du ministère, voir comment les appuyer à travailler encore plus davantage. Autre fait de l'actualité, la campagne de sensibilisation des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et reproductive se poursuit ce vendredi à la Maison des Jeunes du 6e arrondissement de Bangui. L'objectif est d'informer les jeunes adolescents des 10 arrondissements de Bangui sur la santé sexuelle. Le point avec Rosine Yassifet Ndapayassa. Après le 4e arrondissement de la ville de Bangui, c'est le tour des jeunes et adolescents du 6e arrondissement de Bangui d'accueillir l'équipe du ministère de la Santé et de la Population. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'informer la population du 6e arrondissement, précisément les jeunes et adolescents sur les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les avortements et bien d'autres. La directrice de la Maison des Jeunes du 6e arrondissement livre ici ses impressions. Vraiment, j'apprécie beaucoup cette campagne. Elle est venue à point nommé parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne sait pas comment diriger sa santé sexuelle. Vraiment, avec le sketch qu'on vient de voir là, vraiment, je sais que la jeunesse peut vraiment se protéger par rapport aux IST, VIH, SIDA. Au niveau de la maison de jeunes, on est une équipe. Donc, il y a la directrice et les animateurs. Et aussi il y a la jeunesse. Donc on va mettre une équipe en place pour propager cette nouvelle. Oui, vraiment il faut que la jeunesse prenne sa santé en main. C'est pas une chose facile, mais avec la mondialisation et tout ce qui se passe sur les ondes là, les médias là, il faut que la jeunesse se ressaisisse. Quant au président du conseil administratif de la jeunesse du 6e arrondissement, il se dit très satisfait de cette sensibilisation. C'est une grande fierté. Voilà, je dis ça, c'est une sensibilisation dans notre arrondissement. Nous remercions d'abord le ministère de la Santé, le centre SIJA, d'avoir posé à notre jeunesse. Ça relève vraiment de nos fonctions. C'est un devoir pour nous, une fois assisté à une telle sensibilisation. À notre tour, nous allons maintenant convoquer nos leaders décentralisés dans tous les 22 quartiers du 6e arrondissement. Nous allons vraiment les inscrire, aller vraiment sensibiliser les autres afin que toute la couche de la jeunesse s'informe de la même manière de la situation des maladies. Le siège est venu aujourd'hui nous parler. Eh bien, l'actualité régionale, Honoré Kinda, gouverneur de la région de l'Équateur, lors d'une interview accordée à la rédaction de Télé Centrafrique, explique les bienfaits du projet CENI+, dans sa zone de juridiction. Suivez un extrait de ses propos. CENI+ est très actif dans ma zone ici parce que le lancement que j'ai eu l'honneur de faire la dernière fois,
Mais CENI+, essaie de toucher réellement à la population avec un programme bien mis en place par le département de la santé. Et CENI+, met en évidence l'engagement que le chef de l'État a pris en faveur donc mère et enfants pour garantir donc la santé. CENI+ va même jusqu'à faire un audit en cas de décès d'une mère lors de son accouchement. On voudrait savoir quels sont les tenants, qu'est-ce qui a fait que cette maman puisse succomber à l'accouchement d'un enfant. Tout ça là, ce sont des innovations que CENI+ apporte en termes de santé dans la région que nous apprécions bien entendu très bien quoi en fait. Oui bien sûr, il y a la gratuité dans les communes, dans les villages, il y a des checkpoints où des gens ont été recrutés pour assister la population, aiguillonner la population à venir dans les centres de santé. Voilà un peu cet élan vers l'amélioration de la santé que CENI+ nous procure. Les défis, c'est justement de baisser le taux de mortalité de mères et enfants. Et la finalité, c'est ça. Eh bien, avant de boucler cette édition, l'actualité nationale, toujours une mission du projet CENI+, à la tête Rocarolin Landung, a sillonné week-end dernier quelques formations sanitaires de la région numéro 2. L'objectif de cette mission de terrain est de toucher du doigt les réalisations du dit projet, mais aussi les cas de violences basées sur le genre. Plus de précisions à travers ce reportage. Mettre fin aux toutes formes de violence basées sur le genre en République centrafricaine font partie des priorités du président de la République Faustin-Archange Touadéra à travers les partenaires qui œuvrent dans ce domaine. C'est pourquoi le projet CENI+, avec l'appui financier de la Banque mondiale, a mis en place les moyens nécessaires pour barrer la route à cette pratique dans le pays. Une équipe du dit projet, composée de spécialistes en communication et en VBG, a effectué une mission dans les districts sanitaires de la région numéro 2 pour voir de visu les avancées et les défis dans ce domaine. Le superviseur de VBG de l'hôpital des Bois-Bois explique les biens fondés du projet CENI+, dans cette localité. Nous avons amené beaucoup de choses dans le changement de comportement de la communauté. Parce que la communauté avant était vraiment une communauté violente, mais avec l'arrivée du projet CENI+, avec les sensibilisations, les formations que nous menons dans le cadre du projet CENI+, petit à petit, on sent que le comportement de la communauté a considérablement changé. Même le taux de VBG qui était vraiment très élevé, ça a commencé à diminuer. Il ne reste que les violences conjugales qui continuent de perpétrer, que nous luttons encore contre ça. Beaucoup de défis sont à relever au niveau des bénéficiaires de signalement. Nous devons encore mener beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'activités pour motiver la communauté à égarer les complexes socio-culturels qui dominent la communauté, qui leur empêchent de signaler les cas de VBG, si le défi au niveau de la prise en charge juridique et judiciaire. Le point focal VBG de Berberati nous fait le constat. Le constat est un peu amer sur la ville de Berberati. Au niveau du composant VBG que le projet CENI a mis en place au niveau du ministère de la Santé, il y a 6 catégories. Il y a le viol, il y a l'agression sexuelle, il y a l'agression physique et il y a les dénis des ressources d'opportunités et des services. Il y a la violence psychologique. Tous ces types que je vous ai cités tout à l'heure font partie intégrante de ce que nous sommes en train de lutter contre ça. Et dans la ville de Mambéré-KDI, ces cas se produisent. Et nous sommes là. Le projet nous a mis ici de pouvoir travailler d'arrache-pied avec la communauté, de prendre conscience de toutes ces choses-là et qu'on puisse avoir une société civilisée, qu'on respecte les droits de l'autre et que les femmes ne sont pas marginalisées, les femmes et les filles ne sont pas marginalisées. En faisant les sensibilisations, en assurant la prise en charge médicale, en orientant aussi les cas vers le service judiciaire pour que la loi puisse agir. Parce qu'il y a des lois qui réprimandent tous ces cas. Et s'il y a un cas de VBG qui se passe dans la localité, le projet CENI a mis en place dans toutes les formations sanitaires, la prise en charge est gratuite. Le défi majeur, ça concerne beaucoup plus le cas de viol. Les viols qui se passent à la périphérie nous arrivent après les délais de 112 heures. Et cela, ça nous cause problème. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette nouvelle régionale que prend fin cette édition, préparée par toute l'équipe rédaction de Télé Centrafrique.
Merci à vous de l'avoir suivi aussi. Merci de votre fidélité sur la chaîne de l'Unité nationale. Il ne reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. On se voit à la prochaine. Bye.